Bonjour, je suis assez à l'aise parce qu'autant j'étais impliqué dans la rédaction de la loi de 2005, autant j'étais plus éloigné de la rédaction de la loi en cours d'élaboration, qui fait l'objet encore d'un certain nombre d'interrogations. Alors, je remercie beaucoup les organisateurs de cette conférence d'avoir choisi comme thème ce thème de droit comparé qui permet de resituer notre législation par rapport à celle de nos voisins. Et si j'avais eu à traiter cette question avant l'été, je l'aurais traitée différemment, en ce sens que le fléau de la balance aurait penché beaucoup plus du côté de la stabilité que du côté des évolutions. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui se dessinent, dont on n'a pas toujours connaissance, malheureusement, dans ce pays. Alors, quels sont les facteurs de stabilité ? D'abord, la légalisation de l'euthanasie en Europe reste cantonnée au Benelux. Il n'y a pas eu de vague de fonds dans les autres pays européens. La deuxième ligne directrice que je voudrais évoquer, c'est que les pays européens disposent d'un arsenal juridique pour réprimer pénalement, à des degrés de sévérité divers, l'euthanasie et le suicide assisté. Et puis, il apparaît enfin que les arrêts de traitement, les pratiques d'arrêt de traitement et les règles sur les arrêts de traitement sont assez voisines dans un certain nombre de pays européens. Alors, commençons par la législation légalisant l'euthanasie dans le Benelux. D'abord, les Pays-Bas ont commencé en 2001, suivi par la Belgique, et enfin le Luxembourg en 2009. Mais les pendules se sont arrêtées en quelque sorte en 2009, et il faut rappeler que cet ensemble du Benelux ne représente que 28 millions d'habitants sur les 570 millions d'habitants des 47 États du Conseil de l'Europe. Si ces États du Benelux ont légalisé l'euthanasie, en revanche, en Suisse, les pratiques du suicide assisté sont basées sur une tolérance. S'il y a stabilité, il y a néanmoins des dérives inquiétantes que l'on peut observer dans ces trois pays du Benelux. Augmentation aux Pays-Bas, vous avez les chiffres. J'ajoute que cette tendance vers l'augmentation du suicide assisté, on l'observe aussi en Suisse, puisque les suicides assistés auraient augmenté de 25% en 2014 en Suisse. Parmi ces dérives en Hollande, il y a l'idée que les critères qui sont prévus par la loi sont flous. La loi fait appel à des souffrances insupportables et sans perspective d'amélioration. Soit dit en passant, les Belges font appel aux critères de souffrance psychique ou physique constante et insupportable. On constate un triplement des euthanasies sur des maladies psychiatriques et dans la pratique, il n'y a pas de poursuite des méconnaissances de la loi sur le plan pénal et sur le plan disciplinaire aux Pays-Bas. En Belgique, il y a exactement aussi ce phénomène d'augmentation des euthanasies, avec cette particularité que celles-ci sont pratiquées à 80% dans les Flandres et à 20% en Wallonie, pour des raisons que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. 30% des personnes décédées n'avaient pas demandé l'euthanasie, et ça, je m'appuie sur des études qui ont été réalisées non pas en Belgique, mais qui ont été réalisées
par des équipes scientifiques extérieures, en particulier canadiennes. Le taux d'euthanasie sans demande du patient par rapport au décès serait le triple de celui observé en France si on compare ces études canadiennes par rapport avec les études de l'INED en France. Les infirmières pratiquent des euthanasies en Belgique dans 12% des cas, et la législation belge a étendu l'euthanasie en 2014 aux mineurs. Ces euthanasies ne sont pas systématiquement pratiquées sur des personnes qui sont en fin de vie. On a le cas d'une jeune fille dépressive de 24 ans en juillet 2015. Le contrôle qui a été mis en place est un contrôle purement formel. La commission fédérale de contrôle a posteriori qui a été mise en place voyait son mandat se renouveler en octobre 2015 et en fait, faute de candidats, ces membres n'ont pas été renouvelés. Donc cette commission de contrôle aujourd'hui n'a pas de véritable légitimité pour exercer sa mission. Puis enfin, il y a une absence totale de poursuite. Il y a un seul cas aujourd'hui de poursuite. Et on aura du mal à nous faire croire que sur plus de 7700 euthanasies pratiquées depuis 2002, c'est le zéro des fautes qui prévaut dans ce pays. Alors, la deuxième tendance que l'on constate, c'est qu'il y a une répression de l'homicide à la demande qui reste punie dans les pays européens, et quels que soient ces pays. J'ai cité quelques exemples là, sur cette diapositive. 6 mois à 5 ans de prison en Autriche, 3 ans en Croatie au Danemark, 5 ans en Grèce, 6 à 15 ans en Lituanie. La répression de l'homicide à la demande d'un tiers par compassion est punie de 5 ans de prison en Pologne et au Portugal. Il y a des pays qui proscrivent très explicitement l'euthanasie, comme la Bulgarie. Et il y a des pays où la répression des médecins qui auraient pratiqué le suicide assisté est exclusivement disciplinaire. C'est le choix qu'ont fait la Finlande et l'Allemagne, et on reviendra plus particulièrement tout à l'heure sur le cas de l'Allemagne. Alors, pour illustrer cette stabilité, je prendrai l'exemple du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le parquet a rédigé un certain nombre d'instructions en 2010 qui ont été renouvelées en 2014, et il admet l'absence de poursuite dans certains cas. C'est l'action par compassion, lorsque l'encouragement ou l'assistance au suicide ont été mineurs, je ne sais pas très bien ce que c'est, lorsque le suspect a cherché en même temps à dissuader la victime, et lorsque ce même suspect a pris l'initiative de rapporter ces faits à la police et à collaborer avec la police. Mais en même temps, le Royaume-Uni a maintenu son cadre juridique qui proscrit le suicide assisté, et vous voyez qu'en septembre dernier, par une très forte majorité, avec un engagement très significatif du Premier ministre, David Cameron, eh bien, la Chambre des communes a repoussé la légalisation du suicide assisté. Soit dit en passant, vous avez là la traduction de deux approches du problème. L'approche française, où on prétend régler tous les problèmes par la loi, quitte à rentrer dans une foultitude de détails que l'on ne maîtrise pas toujours, si on a bien compris, et l'approche britannique, qui est une approche beaucoup plus pragmatique des choses. Enfin, troisième ligne de fond, c'est la pratique des arrêts de traitement en Europe, qui montre que ces pratiques, en fait, sont assez proches les unes des autres.
Et j'en veux pour preuve que la loi Leonetti a fait, ou essayé de faire des émules. Le Premier ministre socialiste espagnol, en 2011, avait déposé sur le bureau des Cortés un texte qui était pratiquement l'équivalent de la loi Leonetti. Mais le gouvernement Zapatero n'a pas eu la majorité à l'automne 2011. Il a été remplacé par Rajoy. Rajoy a mis au placard ce projet en faisant prévaloir l'intervention des soins palliatifs dans la prise en charge des arrêts de traitement en Espagne. Mais pour vous montrer quand même qu'il y a, quelle que soit la couleur politique, d'une certaine manière, d'une certaine communauté de vues, mais on va voir que cette communauté de vues, malgré tout, est en train d'être fragilisée. Et puis, pour remonter vers le nord, si on regarde ce que font les Suédois, eh bien, les Suédois pratiquent aussi à peu près la loi Leonetti et interdisent très explicitement tout acte qui provoquerait délibérément la mort, comme le fait l'ex-article 38 du Code de déontologie médicale, qui est désormais dans le Code de la santé publique. Alors, quittons ce terrain rassurant de la stabilité maintenant pour essayer de prendre la mesure des évolutions qui se dessinent. Certaines sont engagées depuis un certain temps et d'autres sont plus récentes. D'abord, la première évolution, c'est ce mouvement qui va vers un renforcement des directives anticipées et qui, à mon sens, est le reflet de cette revendication de l'individu dans la société vers toujours plus d'autonomie. Ensuite, il faut faire état d'un guide des pratiques des arrêts de traitement rédigé par le Conseil de l'Europe qui, on va le voir, essayer de définir une espèce de dénominateur commun des bonnes pratiques en la matière. La nouveauté réside dans la légalisation du suicide assisté en Allemagne, dont personne n'a parlé en France. Est-ce que c'est de la paresse intellectuelle ou est-ce que c'est la démonstration d'une certaine banalisation, finalement, de l'admission même de cette idée? On va s'arrêter plus longuement tout à l'heure sur cette dernière évolution. Et pour mémoire, je ne pourrais évidemment pas, ça a été développé excellemment tout à l'heure par Vincent Morel, mais je ne ferai que l'évoquer. J'évoquerai bien sûr la voie française avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors, quelques mots d'abord du renforcement des directives anticipées. En fait, en 2005, quand il s'est agi d'écrire la loi Leonetti, l'essentiel de l'attention s'est porté sur les modalités d'arrêt de traitement et l'objectif était de réunir un consensus autour de ce sujet et Dieu sait si ce n'était pas gagné d'avance. Et on a négligé quelque peu la problématique de la rédaction des directives anticipées. C'est pour ça que le cadre juridique actuel des directives anticipées peut-être pêche par un peu son flou. Les anglo-saxons, eux, vont beaucoup plus dans le détail sur cette question. Les Américains avaient commencé en 1990 avec une loi qui s'appelle la Federal Patient Self-Determination Act. Et ce mouvement, en Europe, a reçu une traduction avec la rédaction en Grande-Bretagne du Mental Capacity Act, qui a mis en place des directives opposables aux médecins. Et vous avez là la liste des principales dispositions de cette loi: être majeur, indiquer expressément les traitements refusés, avoir exprimé ses souhaits librement, ne pas avoir manifesté de contradiction depuis la rédaction de ces directives. Ces directives doivent être écrites, datées, signées devant un témoin qui les contresigne. S'assurer que la directive indique que la personne refuse bien le traitement indiqué, même si sa vie est en danger.
Mais et là, on retrouve ce pragmatisme britannique à la fin, à savoir que le médecin reprend la main si le médecin se rend compte qu'il y a une contradiction dans ces directives anticipées, si de nouvelles circonstances ont affecté ces directives et si ces directives ne sont pas claires. Et ça rejoint le point qu'évoquait Vincent Morel tout à l'heure à propos de la disposition de la révision de la loi Leonetti en cours des discussions sur la reprise en main par le médecin s'il juge que les directives sont manifestement appropriées. La question en suspens encore étant de savoir selon quelle procédure le médecin en France pourrait en quelque sorte refuser la prise en compte de ces directives. Ce mouvement, je le disais, il est européen, ce mouvement du renforcement des directives anticipées. Et on observe la même chose avec ce souci du détail que, encore une fois, n'ont pas eu les Français jusqu'à présent sur la rédaction des directives anticipées en Allemagne. En Allemagne, il est dit que ces directives, pour être opposables, doivent être datées, signées par une personne de confiance, devant un avocat ou devant un notaire. Elles ont une validité de 5 ans. Pour être opposable, le patient doit avoir reçu des informations médicales préalables sur l'esprit et les conséquences de ces directives. Et là encore, elles sont sans effet si elles sont contraires à la loi et s'il y a eu des découvertes médicales qui sont intervenues entre-temps, entre la rédaction des directives anticipées et la fin de vie. Et les Allemands ont aussi un système très, je dirais, très raffiné de prise en compte de la volonté du malade, en ce sens que s'il n'y a pas de directive anticipée, eh bien on se tourne vers la personne de confiance. Et s'il n'y a pas de personne de confiance, eh bien on peut demander à la désignation d'un juge des tutelles qui va chercher dans l'entourage de la personne s'il y a quelqu'un qui pourrait s'exprimer au nom du malade. Mais compte tenu du fonctionnement de la justice des tutelles en France, je doute que l'exemple allemand puisse faire des émules ici. 2 mots sur des variantes de ces directives anticipées encore à l'étranger. Le Portugal prévoit une clause de conscience pour le médecin. Et en Pologne, si ces directives anticipées n'ont pas été prévues par la loi, eh bien, la Cour suprême admet que les directives anticipées lient le personnel médical dans sa décision. Alors, tout à l'heure, je disais que ce mouvement en faveur de la reconnaissance des directives anticipées des malades correspondait à cette revendication sociale très forte en faveur d'une plus grande autonomie de l'individu. Mais en même temps, et c'est paradoxal, on se rend compte que ces directives anticipées ne sont absolument pas diffusées en Europe, sauf en Allemagne. Vous avez là un taux de 23% des décès. Certaines études font état même d'un taux de 30%. Mais finalement, tout se passait comme si, entre cette difficulté qu'ont nos contemporains à anticiper la fin de vie, à anticiper la mort, et d'une certaine manière à refouler la mort et la directive anticipée, ben, qu'est-ce qui prévaut? C'est finalement le refoulement de la mort qui est plus fort que la concrétisation dans les faits de ces directives anticipées par une consignation écrite de ces dernières volontés. Autre donc ligne de fond dont il faut faire état, c'est les principes dégagés dans ce guide européen du Conseil de l'Europe sur les arrêts de traitement en 2013, avec l'obligation de ne livrer que des traitements appropriés,
d'arrêter les traitements inutiles ou disproportionnés et de garantir l'accès aux soins. Ce qui est surtout intéressant dans ce guide, notamment par rapport à nos pratiques en cours de discussion aujourd'hui, c'est le processus décisionnel pour le patient inconscient. Une disposition de la Convention d'Oviedo de 1997 sur la bioéthique, qui a été ratifiée en 2011 par la France, oblige le médecin à prendre en compte les souhaits précédemment exprimés par les malades. Mais il est dit que ces souhaits n'ont pas à être formalisés. Donc ça veut dire que ces souhaits peuvent être purement oraux. Les États, en même temps, sont libres de donner ou non une force contraignante à ces volontés. Et ce guide prévoit que même lorsque, dans les cas où c'est contraignant, eh bien, le médecin peut s'affranchir de cette contrainte. Et si je fais allusion à ces dispositions, c'est en référence à l'affaire Vincent Lambert. Parce que dans l'affaire Vincent Lambert, vous savez que Vincent Lambert n'avait pas écrit de directive anticipée, mais s'était livré, de par son métier, à sa femme sur ses dernières volontés. Et le rapport public devant le Conseil d'État s'est basé sur ce guide des bonnes pratiques du Conseil de l'Europe pour considérer que Vincent Lambert, même si c'était purement oral, eh bien, avait, d'une certaine manière, exprimé ses derniers souhaits, même si ce n'était pas écrit. Et la décision aussi du Conseil d'État dans l'affaire Vincent Lambert a été éclairée par d'autres jurisprudences européennes. L'une de 2007 dans l'affaire Illinois Englaro, qui avait fait parler beaucoup d'elle, où les magistrats de la Cour de cassation italienne ont été recherchés des éléments dans l'histoire et dans la personnalité du patient. Et puis, on peut aussi citer un arrêt de la Cour fédérale allemande de 2010 qui met aussi en exergue la prise en compte de la valeur de l'expression orale du malade. Ce guide européen insiste sur la nécessité d'une délibération collective préalable au processus décisionnel. Et il a cette phrase « si le médecin prend la décision », ce qui veut bien dire qu'il envisage, à mon sens, que cette décision puisse être prise par une personne autre que le médecin. Et là, à mon avis, il y a deux problèmes. Il y a le problème de savoir si cette décision doit être collective ou individuelle, et si la décision finale doit être médicale ou pas médicale. Alors, le CCNE, qui a été cité tout à l'heure, s'était prononcé en faveur d'une espèce de décision collective, de vaste forum, d'happening, où en s'imaginant qu'une décision pouvait être collective. Mais ou bien elle est prise par consensus, ou bien il n'y a pas de majorité. À ce moment-là, il faut rentrer dans des définitions de règles de majorité qui me paraissent assez peu appropriées à ce genre de situation. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut que cette décision reste toujours exclusivement médicale pour ne pas transférer la responsabilité de cette décision à une personne qui n'est pas un médecin compte tenu de la décision et pour éviter des conflits du type que nous avons connu et que nous connaissons encore avec l'affaire Vincent Lambert. Alors, je m'attarderai sur une autre évolution dont on n'a pas parlé encore une fois, qui est très récente, mais sur laquelle j'attire votre attention. C'est la légalisation vers laquelle tend, du suicide assisté vers laquelle tend l'Allemagne. Et ce débat, il n'est pas tombé du ciel. Ce débat, il a été amorcé déjà sous la précédente législature avec une coalition différente de l'actuelle grande coalition.
Sous la précédente législature, nous avions une coalition chrétiens-démocrates, chrétiens sociaux-démocrates et libéraux. Et un projet de loi très proche de celui qui a été adopté il y a 15 jours exactement, avait été présenté par le ministre fédéral de la Justice libéral. Aujourd'hui, ce texte a été porté par plus de 200 députés chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates, et les deux principaux signataires sont chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates. Donc cette loi, encore une fois, ne tombe pas du ciel. Elle a été précédée de débats en novembre 2014, en juillet 2014. Il y a donc, on voit qu'il y a un assez grand consensus sur ce sujet. Et curieusement, alors que les Allemands sont très friands quand même de réglementation et que, par exemple, les directives anticipées, les modèles de directives anticipées qu'on peut lire en Allemagne offrent un luxe de détails très, très, très important. Là, la légalisation du suicide en Allemagne tient en un article qui modifie une disposition du Code pénal. Ce texte, adopté le 6 novembre, est renvoyé devant le Bundesrat, qui doit se prononcer le 27 novembre, mais compte tenu du consensus qui prévaut en la matière, il y a de fortes chances que cette disposition, à terme, rentre en vigueur. Alors, que dit-elle ? Elle dit qu'un suicide assisté qui serait pratiqué à répétition pour des motivations intéressées, commerciales, par une association, en réalité, serait puni de 3 ans de prison ou d'une peine d'amende, dont le montant d'ailleurs n'est pas fixé par la loi. Et derrière, en fait, les Allemands ont voulu prévenir, voulu freiner du moins, l'implantation d'une association suisse, Dignitas, pour ne pas la nommer, en Allemagne, qui avait créé une filiale, en quelque sorte, en Allemagne. En revanche, le suicide assisté ne serait pas puni pour les personnes, les membres de la famille, les proches, qui n'agiraient pas pour les mêmes motivations de profit. On est proche à peu près de au moins pour la motivation, de ce qui prévaut en Suisse, et donc il s'est exonéré de sanctions pénales. Donc c'est le suicide assisté en famille, en quelque sorte, sans que, encore une fois, compte tenu de l'extrême brièveté des dispositions, l'extrême concision de ces dispositions, qui, encore une fois, tiennent en un article, on ne définisse ce qu'est le suicide assisté. Donc, pas de définition du suicide assisté et pas de définition du tout du contrôle qui serait susceptible d'intervenir après. Et toute la question, en fait, est de savoir si juridiquement une telle disposition tient. Alors, des voix se sont élevées dans la torpeur du mois d'août pour contester la constitutionnalité de cette disposition, et cela à un double titre. D'abord, l'Allemagne, comme vous savez, est un État fédéral, et donc il n'y a pas d'organisation professionnelle, médicale, à l'échelon de la fédération, mais chaque land a son organisation professionnelle ordinale. Et donc, suivant que vous êtes dans le Mecklembourg ou en Bavière, vous serez, comme médecin, vous serez ou non poursuivi pour la pratique de suicide assisté, ce qui fait que cette législation, encore une fois, fédérale qui modifie le code pénal, eh bien, pose des problèmes en termes d'égalité devant la loi pour les médecins. La deuxième difficulté, c'est que ce critère de répétition à des fins commerciales est emprunté à une législation qui est quand même un lien, pour le moins, ténu avec le contexte qui nous occupe. Elle est empruntée au droit des postes et télécommunications qui vise en fait l'envoi de ces publicités à répétition
pour solliciter les consommateurs. Comprenne qui pourra. Je crains que ces problèmes ne finissent par être résolus, tranchés par le juge, mais compte tenu de la pression sociale et de la pression politique qui pourrait agir, intervenir sur le juge. On a vu, par exemple, l'effet que ça pouvait avoir au Canada, où le suicide assisté a été légalisé, en quelque sorte, par la Cour suprême, à l'unanimité des 9 voix, des 9 membres de la Cour suprême. C'est malheureusement ce qui pourrait se passer. Alors, j'en termine, puisqu'on m'invite à clore, à conclure. Je passerai sur la voie française qui a été évoquée tout à l'heure, pour essayer de faire un peu une synthèse de ce paysage européen qu'on a sous nos yeux. Donc, il y a le bloc du Benelux qui a légalisé l'euthanasie. Il y a le suicide assisté, où le suicide assisté est délégué en fait à des associations qui agissent soit à des fins lucratives, soit à des fins non lucratives en Suisse, sur une base qui n'est pas vraiment légale. Les Suisses sollicitent beaucoup les textes en la matière. Il y a la pratique des arrêts de traitement avec des déclinaisons très différentes suivant les pays, jusqu'à ce luxe des détails sur la sédation qui a été présenté tout à l'heure pour la France. Et puis, on risque d'avoir eh bien, cette légalisation du suicide assisté par des proches, avec une version assez soft au Royaume-Uni, et puis une version, pardonnez-moi, beaucoup plus dure, beaucoup plus hard en Allemagne, si jamais la loi allemande est votée, définitivement votée et admise par le juge. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie.